Chasseurs de bonheur, bonjour. Aujourd'hui, voilà le dernier épisode de notre première série Chasseurs de bonheur, toujours accompagné de notre animal quasi mythique. Un écho au 6e chapitre du livre Aujourd'hui le bonheur, qui clôt de son côté la première partie du livre. Un épisode, vous allez le voir, déroutant et inquiétant, car il nous prépare à découvrir que la première clé du bonheur, celle qui dit de dominer la nature pour faire reculer les malheurs qui lui sont dus, produit des malheurs peut-être pires encore, mais des malheurs cette fois dus aux humains eux-mêmes, emportés par la jalousie, la soif de domination, la soif de richesse. Et on va voir que cette clé produit aussi la confusion entre le droit de chacun à la recherche du bonheur et un prétendu droit au bonheur, un prétendu droit social exigible auprès de l'État, ce qui est une bénédiction pour les pires démagogues, mais une malédiction pour l'humanité qui est emportée ainsi par le désir de servitude volontaire. Mais n'allons pas trop vite, car au départ, tout semble parfaitement se passer pour notre globe-trotteur. Il est tout guilleret, car précisément, il a récolté la première clé du bonheur. Et en plus, il quitte enfin la station État de Nature, avec son train, l'Orient Express, qui fonce vers l'Orient. On sent qu'il a hâte d'atteindre les bords du Nil, de l'Euphrate et du Tigre, où ont eu lieu les premières sédentarisations il y a 11 700 ans. À mon avis, il est persuadé qu'il va y trouver la preuve de l'efficacité de sa clé. La preuve que la course à la domination de la nature va mécaniquement permettre une croissance jamais vue. Donc, croit-il, le recul des malheurs et le bien-être de l'humanité, qu'il confond encore à cet instant un peu avec le bonheur, comme beaucoup d'entre nous. Satisfait, mais aussi fatigué, après un tel effort pour sortir son esprit de l'idolâtrie de la nature, notre vagabond candide regarde par la fenêtre du train les paysages du Kenya, puis de l'Éthiopie, et finalement il s'endort, bercé par le clac-clac-clac des jonctions du rail. Salut et bon voyage, se dit-on, prêt nous aussi à nous endormir. Mais, au petit matin, alors que le train traverse l'Égypte, alors qu'il commence à se réveiller, au moment où un homme en blanc lui propose un petit déjeuner avec du miel de Nigel, soudain, rien n'a pu. Notez que notre vagabond, en montant dans le train, aurait déjà dû se méfier. Et le lecteur du livre aussi. Car pourquoi j'écris qu'il est le seul voyageur dans cet Orient Express. Bref, au réveil, lorsque l'homme vêtu de blanc lui apporte donc ce miel, le premier sentiment de notre vagabond est la peur. Car il n'a pas acheté de titre de transport. Et il prend l'homme en blanc pour un contrôleur. Il craint donc d'être puni. Il plaide même pour éviter qu'on ne le force à descendre du train. Figurez-vous, dit-il, que l'office de tourisme de la vallée du miel a oublié de me dire où acheter le titre nécessaire. Et l'homme en blanc lui révèle qu'il n'est pas contrôleur. Et il ajoute même que tout prétendu contrôleur est un imposteur. Car la recherche du bonheur et du sens de la vie est un droit individuel et universel de naissance. Il n'y a donc pas, dit-il, eu d'oubli de la part de l'office de tourisme. Ce que cela signifie, c'est que nul n'a besoin de titre. Ni de titre lié à la naissance, ni de titre lié à la richesse, ni de titre lié aux honneurs. Princes et capitaines d'industrie, Cosette et Gavroche, tous peuvent monter gratuitement dans ce train. Bien entendu, ce qui se cache ici, c'est la critique sévère des maîtres de vérité, qui prétendent détenir les clés de notre bonheur, et qui exigent qu'on les suive, voire qu'on leur obéisse. Et l'homme en blanc lui dit que cet asservissement au contrôleur, donc je traduis au maître de vérité, prolifère sur une grande confusion. La confusion du droit individuel, oui, individuel de rechercher le bonheur, avec un prétendu droit au bonheur inventé par les démagogues, un droit social que l'on pourrait exiger de l'État et des pouvoirs, parce que ce bonheur en dépendrait. Une illusion terrible qui nourrit le pire des désirs, le désir de servitude volontaire. Et c'est alors seulement que l'on comprend pourquoi le vagabond est le seul voyageur. Car la recherche du bonheur est donc individuelle, et le train ne peut donc aussi avoir qu'un seul wagon. Ce wagon, c'est celui de notre existence, de ce corps animé dans cette vie. Et c'est seulement en aiguilleur des rails de sa vie que l'homme en blanc l'alerte. Il lui prédit que l'usage de cette clé du bonheur
va produire un malheur inouï, dû cette fois aux humains eux-mêmes. Un malheur attisé précisément par ses contrôleurs, par ses maîtres de vérité, qui vont utiliser l'ignorance, la jalousie sociale, la soif des richesses et le désir de domination pour justifier les crimes, les asservissements, les guerres, les exterminations et leur propre pouvoir. Mais l'homme en blanc ne donne aucun ordre. Il laisse au vagabond et à lui seul le soin d'explorer l'histoire et le réel, avec sa seule raison, pour savoir si réellement ces malheurs dont il parle vont arriver. Mais il lui offre subtilement du miel de Nigel, dont je ne dis pas non plus dans le livre le sens caché. Ce miel est un miel de Basse-Égypte, ce qui ne vous étonnera pas puisque le train est en route vers l'embouchure du Nil. Il faut savoir qu'à l'époque des pharaons, ce miel est utilisé dans la relation des humains aux dieux, une sorte de symbole de la pureté morale du don, mais aussi une condition de la régénération éternelle des dieux, pour ça qu'on leur offre. Mais il est aussi utilisé dans la relation des dieux aux humains. On imagine ce miel comme une substance d'origine divine offerte aux humains pour qu'en l'ingurgitant, ils communient avec les dieux. Il symbolise l'œil doux d'Horus, ce dieu qui représente la victoire contre le chaos. Il symbolise aussi la sécrétion de l'œil de Ré, le dieu de la lumière et de la création du monde. Ainsi, ce que l'homme en blanc offre au vagabond symbolise la nourriture nécessaire à son énergie vitale, ce qui est son Ka, ce qu'on appelle le Ka dans la religion égyptienne. Mais c'est aussi ce qui permet au Ka de s'orienter dans la vie, ici et maintenant, d'orienter son existence spirituelle et matérielle, ce que l'on appelle son Ba. Le miel symbolise ainsi la protection des vivants contre les forces funèbres venues de la mort. Car dit le papyrus 3027, le miel est doux aux vivants, amer aux morts. Bref, il est donc un bouclier pour l'énergie vitale et un antidote contre les forces morbides de l'humanité qui conduisent à la guerre, aux dominations, à la haine des humains envers les humains. Et j'aime l'idée que ce miel dit qu'il y a du commun entre tous les humains, une énergie vitale, une présence divine, qui dit l'exceptionnalité de l'humanité. Certes, il n'est pas encore convaincu de la vérité de ce qu'a dit cet aiguilleur de sa vie, car rationaliste, il attend les faits, les preuves et il a raison. Mais il admet à présent l'hypothèse qu'il pourrait y avoir besoin d'une seconde clé, d'un second antidote, si le malheur dû aux humains eux-mêmes prend une proportion inouïe avec l'explosion de la domination de la nature. La suite dans la seconde série de notre film Chasseurs de bonheur. Et n'hésitez pas à vous abonner et à faire circuler le livre pour aider nos contemporains à se réveiller aussi. À la prochaine!